C'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc au nom de la T2E Nouvelle-Aquitaine, je vous propose d'ouvrir ce webinaire. Quelques petits messages d'usage. Le premier, c'est qu'on a organisé avec Roger Agor, Patrick Perroche et Thierry Baudouin, les trois délégués. Je vous expliquerai un peu notre organisation très rapidement. Un peu très rapidement et en toute urgence, ce webinaire sur un dispositif qui s'appelle Decarb Flash, compte tenu un peu de l'urgence, puisque c'est un dispositif lancé en urgence qui va vous être présenté par Sean Cock de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Et compte tenu des délais, on a eu un temps, on va dire, d'inscription relativement court. Et par ailleurs, les gens qui s'intéresseront à ce sujet auront aussi un temps de réponse au dossier relativement court au vu de l'urgence qui a été décrétée par on va dire, la DGEC et le dispositif France 2030. Donc, de manière assez naturelle, la T2E s'associe toujours à ce genre de manifestation. Sans faire une pub trop éhontée compte tenu des participants qui doivent, j'imagine, connaître la T2E. J'en rappelle simplement, on va dire, les grands contours, association lancée pendant l'échec pétrolier des années 70, 178 pour être plus précis, avec pour but de promouvoir l'efficacité énergétique. Et c'est rajouté progressivement à côté de l'efficacité énergétique la thématique environnementale. 2500 adhérents, réunissant, on va dire, la fine fleur, si je peux me permettre, du monde de l'énergie. 2500 adhérents, soit en personnes physiques, soit en personnes morales. Les personnes morales sont bien évidemment les entreprises, les personnes physiques sont tout adhérents. Et je profite à titre perso, je dirais que c'est d'ailleurs une bonne façon pour les gens qui sont en région d'adhérer à la T2E. La cotisation est modeste, un peu moins de 100 €. Elle peut se rembourser sur note de frais et ça permet d'être averti et de participer à nos travaux. 6 clubs thématiques, C2E, biogaz, power to gas, stockage d'énergie, cogénération et pyrogazéification. Et une présence en région et avec des communautés de référents énergie qui poussent les programmes nationaux. Et puis ensuite, sans oublier un élément important, parce que je connais peu de supports rédactionnels de cette qualité, la T2E publie bimensuellement la revue Énergie Plus. Simplement pour conclure, la T2E Nouvelle-Aquitaine, c'est environ 200 adhérents, avec une organisation qui s'articule autour de bureaux. Nous avons 3 bureaux, un bureau Limousin-Poitou, animé par Thierry Baudouin, qui est autour en distanciel et basé à Limoges. Patrick Perroche pour la partie Aquitaine Nord et Charente, sur Bordeaux, avec les départements que vous voyez sur la carte, et Roger Agor pour l'Aquitaine Sud, basé à Pau, pour les départements qui sont mentionnés sur la carte. Nous nous efforçons on va dire périodiquement, de faire soit des petits déj, soit des visites d'usines, soit des petites manifestations thématiques avec un colloque annuel qui réunit une centaine de personnes et mensuellement, le bureau qui fait une quinzaine de personnes se réunit tous les deuxièmes mardis du mois pour organiser ces manifestations. Et dans l'urgence, sur l'initiative de Roger Agor, tout début juillet, on a décidé, au vu de l'intérêt de ce sujet des Decarb Flash, d'organiser ce webinaire qui est, je le rappelle, enregistré, qui pourra être vu sur le site de la T2E et qui a pour but de décrypter derrière ce nom de guerre des Decarb Flash, ce qui est un sujet d'envergure et qui est souhaité d'ampleur, à savoir reprendre un petit peu en main notre maîtrise énergétique. Enfin, bon, là j'ai perdu, mais améliorer la situation de notre maîtrise énergétique dans le monde de l'énergie via des appels en projet d'envergure. Ceci étant dit, je propose de passer la parole à Sean Cock, au titre de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, étant entendu qu'autour parmi les participants, il doit y avoir Jean-Marc Piatek, qui, au sein de la T2E,
est en charge spécifiquement de projets. Et Jean-Marc pourra par ailleurs, avec moi-même, si nécessaire, n'hésite pas Jean-Marc à relayer ou à intervenir dans le chat via des questions. Donc, Sean, vous avez la parole pour une demi-heure à peu près de présentation pour garder du temps à l'échange ensuite. Bonjour, merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Normalement, vous pouvez voir mon écran. Merci beaucoup. Ouais, ça marche. Oui, parfait. Donc oui, pour me présenter, Sean Cock, donc je suis le référent décarbonation pour l'industrie en Nouvelle-Aquitaine. Pour l'ADEME. Donc je centralise un peu tous les dispositifs qui sont autour de l'industrie. Et on va en profiter pour vous présenter ce nouveau dispositif. Alors déjà, encore une fois, merci beaucoup à la T2E pour leur réactivité, parce qu'effectivement, la période est un peu est pas très propice, mais comme vous allez le voir, c'est un dispositif où il va falloir être très réactif. Donc merci encore de me donner cette plateforme. En quelques mots, je vais présenter très rapidement l'ADEME, très rapidement le contexte, parce que je pense que les deux, tout le monde connaît très bien, et comme ça, on pourra rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a déjà eu une présentation du dispositif. L'idée, c'est de rentrer un peu plus dans le détail des différentes actions, des modalités, notamment de financement, et d'assister sur les points qui me semblent importants. Tout ça en une grosse demi-heure pour vous laisser le temps de réagir et de poser des questions si vous en avez. Donc, présentation de l'ADEME en quelques mots. Le but de l'ADEME, c'est accompagner et atteindre la neutralité carbone en 2050. Après 2050, on verra ce qu'on fait, mais ça, c'est notre objectif. On a 3 leviers principaux, donc on est environ 1000 collaborateurs. On a 3 leviers principaux. L'innovation et la recherche, en publiant dans le domaine public des recherches sur toutes les thématiques en lien avec la transition énergétique. La partie animation avec à peu près la moitié des collaborateurs qui sont en direction régionale, donc animés au plus proche du terrain et trouver des synergies, je dirais, entre les collectivités, les territoires, les industries. Et le dernier levier sur lequel on est peut-être le plus reconnu, bien sûr, apporter une aide financière pour accélérer la transition énergétique, pas financer la transition énergétique, mais réduire les temps d'investissement pour soulager les entreprises et les collectivités pour pouvoir accentuer ce point-là. Donc ça, c'est pour l'ADEME. Sur les éléments de contexte général, pareil, je vais passer assez vite parce que je pense que tout le monde les a en tête. Juste pour remettre dans le contexte, donc ça, c'est la SNBC, donc la déclinaison stratégie nationale bas carbone pour l'industrie au niveau de la France. Donc on voit les objectifs avec une baisse depuis une vingtaine d'années, notamment due à la désindustrialisation et un peu à l'efficacité énergétique. Et on voit les objectifs qui doivent aller chercher moins 80% à 2050. Donc ça, c'est le décor qui est planté en France pour l'industrie. On a, alors ça, c'est la taxe carbone sur les 2 dernières années qui s'est envolée depuis un an. Donc une très forte pression sur les entreprises soumises au quota carbone, forcément par ricochet, qui vient augmenter le prix des matières premières ou des des entreprises énergo-intensives. Donc la taxe carbone qui a fortement augmenté, le prix du gaz. Alors volontairement, j'ai pas remis à jour, mais ça c'est un schéma qui datait de janvier avant la crise en Ukraine. Donc j'ai pas besoin de vous dire qu'aujourd'hui on est encore sur des taux beaucoup plus élevés que ça. Donc forcément, le prix des énergies qui s'envole, donc un contexte géopolitique très volatile, avec un vrai besoin de maîtriser ses consommations. Et le dernier point aussi, qui est en discussion au niveau de l'Union européenne, c'est pour un indice carbone sur certains produits, un peu comme le Nutri-Score, pour avoir un avantage compétitif sur les produits qui ont un indice carbone assez faible. Tous ces éléments de contexte pour vous dire que aujourd'hui, la transition énergétique, c'est forcément, ça peut être vu comme une opportunité ou une contrainte, et que très clairement, les entreprises qui ont pris de l'avance dans ce domaine, on le voit aujourd'hui, commencent à gagner en compétitivité. Au contraire, les entreprises qui traînent un petit peu, forcément, ont des difficultés pour rattraper le train. Un point aussi qui me semble important, c'est que l'industrie, c'est un secteur qui est très concentré. Alors ça, c'est au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est la même chose en France. On peut voir que
sur le schéma de gauche, 190 environ 200 établissements représentent 80% des consommations énergétiques et à peu près 80% des émissions de gaz à effet de serre, concentrées sur certains secteurs très émissifs. Tout ça pour dire que on a souvent tendance à privilégier, je dirais, les dispositifs sur les grosses entreprises pour pouvoir aller chercher les gros industriels et voir des résultats en termes de consommation sur la région. Mais c'est aussi le rôle et l'objectif de l'ADEME de ne pas oublier ce qu'on appelle les industries diffuses, donc le tissu de PME et de plus petites entreprises, afin d'avoir un équilibre un peu entre les deux. Alors, les dispositifs de financement, pour passer rapidement sur ce qui existe déjà, je préfère toujours le répéter au moins rapidement. C'est bon. Donc, aide à la décision. Si vous ne savez pas par où commencer, tout ce qui est aide à la décision, que ce soit audit énergétique, que ce soit étude de faisabilité, en gros, tout projet que vous avez en lien avec la transition énergétique, si vous ne savez pas par où commencer, le mieux, c'est une aide à la décision, c'est-à-dire une étude indépendante d'un bureau d'études indépendant, externe, pardon, que l'ADEME peut financer entre 50 et 70% selon la taille de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le premier levier à activer. Ensuite, on a le fonds chaleur ADEME qui est pérenne et qui vient vous aider sur tout ce qui est chaleur bas carbone, que ce soit le solaire thermique, la géothermie, la biomasse notamment, qui est forcément un gros levier en industrie, mais aussi tout ce qui est réseau de chaleur, raccordement en réseau de chaleur, synergie avec des réseaux de chaleur urbains ou avec des acteurs, des collectivités pour partager notamment la chaleur fatale. Donc ça, c'est des dispositifs pérennes. On a les certificats d'économie d'énergie, donc qui ne sont pas portés par l'ADEME directement, mais qui sont le levier principal pour tout ce qui est efficacité énergétique. Et on a aussi les dispositifs de la région Nouvelle-Aquitaine. J'aurais pu citer aussi la BPI, j'aurais pu citer aussi tous les autres organismes qui gravitent autour, mais voilà, la Nouvelle-Aquitaine est quand même un acteur important, un acteur économique sur la thématique économique, avec quand même des aides très complémentaires. On essaie d'être le plus complémentaire avec un fonctionnement en binôme avec la région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME pour vous proposer le panel le plus large possible. Voilà, pour passer rapidement sur ce qui existe et ce qui est pérenne. En plus de ça, on a des plans d'investissement très conséquents. Donc, on a eu France Relance avec 1,3 million sur la partie décarbonation. En tout, on avait 40 millions sur la transition 40 milliards, pardon, sur la transition énergétique. Le plan de relance est terminé aujourd'hui. Donc, 2022, on est en train de terminer les derniers dossiers, en train de faire l'instruction et la contractualisation des derniers dossiers. Mais le plan de relance est terminé. Les fonds ont été tous bloqués. Et un nouveau plan d'investissement qui a été lancé en 2022 sur une période de 4 à 5 ans, qui est France 2030, avec, comme on peut le voir, des fonds quand même encore à nouveau très conséquents sur la partie décarbonation. Donc, il y a 4 milliards sur les macro-projets. Alors, ce qui est macro-projet, on est vraiment sur des projets, là encore une fois, ça revient à ce que j'ai cité tout à l'heure sur les gros consommateurs. Pour en citer qu'un seul, c'est ArcelorMittal, qui pense passer ses hauts fourneaux sur une technologie hydrogène. Donc, on est sur 1 milliard d'investissements, par exemple. Donc, on est vraiment sur les gros projets au niveau français. On a 1,5 milliard qui est sur les technologies matures, donc à un niveau plus PME et grand groupe. Donc la frontière entre les 4 milliards et les 1,5 milliard risque de bouger, mais en tout cas, voilà, on a quand même une enveloppe conséquente sur l'entreprise et sur la décarbonation. Et on a aussi, ce qui est nouveau, 650 millions sur tout ce qui est innovation. Donc c'est la continuité du PIA 4 pour ceux qui connaissent. Donc voilà, pour essayer à nouveau d'avoir l'offre la plus étendue possible. Alors, si on rentre un peu dans le vif du sujet, l'appel à projet Industrie Zéro Fossile est un dispositif qui a été lancé donc, dans le cadre de France Relance, qui comporte 3 volets. Ce qu'il faut quand même préciser, parce que je sais que c'est un point un peu pas de crispation, mais forcément un point d'incompréhension, c'est que c'est un dispositif qui a été lancé dans l'urgence pour répondre à la crise en Ukraine. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de réduire. L'idéal, c'est d'ici cet hiver, mais bon, dans l'industrie, ça paraît quand même compliqué. Donc,
au moins pour l'hiver prochain, hiver 2023, de réduire la quantité, la consommation de gaz des industriels français. Donc c'est un dispositif qui est lancé dans un temps court, un peu dans l'urgence, pour répondre à une situation d'urgence. Et voilà pourquoi les temps sont assez courts et qu'on demande aux entreprises d'être ambitieuses et d'être surtout très réactives. Donc, 3 volets sur cet appel à projet Industrie Zéro Fossile. Le BCIAT, qui est l'installation de production de chaleur à partir de biomasse pour les gros sites industriels. Le volet 2, Décarb Industrie, pour les projets supérieurs à 3 millions d'euros. Donc, ces 2 dispositifs sont clos depuis le 23 juin, avec très certainement une nouvelle relève qui est prévue en fin d'année. Alors, je dis très certainement, c'est sûr pour le BCIAT, quasiment sûr pour le BCIAT. Pour Décarb Industrie, c'est en discussion. Est-ce que ce sera en fin d'année? Est-ce que ce sera en 2023? C'est pas encore tout à fait tranché. Mais voilà, 2 dispositifs, les 2 premiers volets à nouveau qui sont quand même orientés vers les grosses entreprises. On va pas se mentir. Donc surtout pour les gros sites industriels. Et donc le volet 3 qui lui est justement beaucoup plus orienté et qui vient en complément pour ce qu'on appelle les industries diffuses, c'est-à-dire le tissu de PME et les sites moins gros consommateurs, mais qui ont tout autant de besoins, je dirais, de réduire leur facture énergétique et réduire leur facture énergétique et être beaucoup plus indépendants énergétiquement. Donc le dispositif est ouvert depuis le 1er juillet. Il y a eu un petit retard à l'allumage, donc je dirais plutôt depuis le 15 juillet, donc depuis une grosse semaine. Une première relève le 15 septembre et une clôture le 3 novembre. Donc pour l'instant, ça c'est les dates qui sont fixées, et qu'il faut garder en tête. Donc, le dispositif en lui-même. Donc, je vais passer rapidement sur les modalités pour quand même vous situer les grands points importants à garder en tête. Donc, l'appel Décarb Flash. Donc, je suis le référent pour l'instant côté Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un dispositif national ADEME, mais je suis le référent au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Les critères d'éligibilité. Donc, c'est un site industriel moins de 500 salariés. Donc, on n'est pas au niveau du groupe, on est niveau site. Donc voilà, donc c'est toute entreprise, PME, ETI, grand groupe, tant qu'il y a moins de 500 salariés sur le site où auront lieu les actions. Je l'ai dit, prochaine relève le 15 septembre avec une clôture le 3 novembre, donc on est quand même sur des temps relativement courts. Les modalités, donc on est sur une liste d'actions prédéfinie, donc c'est pas tout projet. Si vous avez un projet d'efficacité énergétique, il faut vérifier déjà que ça rentre dans la liste d'actions prédéfinie. Un point important, c'est qu'une étude de dimensionnement externe est exigée. C'est un point très important, c'est-à-dire que forcément, si vous avez déjà un audit énergétique récent, si vous avez déjà des projets, que vous avez déjà fait des audits énergétiques, c'est parfait. Si vous avez des projets mais que vous n'avez pas encore estimé, dimensionné les gains énergétiques et la faisabilité du projet, il va falloir être très réactif pour avoir le temps de faire cette étude dans les délais impartis. L'action doit être réalisée dans les 24 mois, donc on revient à nouveau sur des temps de réalisation assez courts. Et après, on est sur un dispositif très simplifié, c'est-à-dire que le dépôt se fait directement sur les sites de l'ADEME et les pièces demandées, c'est le ou les devis. Forcément, l'action ne doit pas être engagée financièrement, sinon on ne peut plus vous aider. L'étude de dimensionnement et votre RIB, avec forcément aussi un tableur qu'on peut télécharger sur le site, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un dispositif simplifié d'aide. Le financement, alors c'est là où il y a un point important, c'est qu'on est sur un minimum 100 000 euros d'investissement. Bon, pour vous expliquer, on avait quand même espéré avoir un plafond d'investissement un peu plus bas, plutôt autour des 50 000 euros. L'idée, c'est quand même d'avoir des projets ambitieux, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une action par-ci, par-là. On doit vraiment être sur… le but, c'est de transformer les sites industriels. Donc, minimum 100 000 euros, une grappe d'actions. C'est-à-dire que sur la liste d'actions prédéfinie, vous pouvez choisir pour aller chercher ces 100 000 euros. Donc, effectivement, ça demande des investissements assez conséquents. Mais c'est le but de ce dispositif, et d'être réactif, mais aussi d'être ambitieux et de transformer votre entreprise en profondeur. Maximum 3 millions d'investissements. Les frais éligibles, on est sur une assiette très élargie, donc il y a seulement les coûts internes qui sont non éligibles, mais je dirais tout ce qui est lié à votre projet est éligible. Encore un souci de procédure simplifiée, c'est cumulable avec les C2E. Les actions qui sont trop
qu'on avait déjà cernés comme très bien couverts par les C2E ont été sortis des actions prédéfinies de manière à pas avoir cette dichotomie et de pas se poser la question par rapport aux C2E. Donc c'est cumulable avec les C2E et c'est non soumis au régime d'aide de minimis. On est sur 100% subvention, 30% d'avance des validations du dossier et 70% sur la facture finale, une fois que vous avez réalisé les travaux. Alors, je passe un peu rapidement, on pourra prendre les questions ensuite par la suite. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter dans le chat ou les garder pour la fin. Sur la liste d'actions, je ne vais pas vous les décliner une par une. Le but, c'est de vous donner les grands blocs et de faire un zoom. Donc, j'ai quand même tout listé de manière après que vous ayez le PowerPoint avec notamment les taux d'aide et un descriptif court de chaque action. Mais l'idée, voilà, c'est de vous donner la vision d'ensemble. Donc, il y a 6 blocs en tout. Les 2 premiers blocs, qui sont les blocs classiques, je dirais, système de récupération et valorisation de chaleur fatale inférieur à 6 gigawattheures par an. Alors, pourquoi 6 gigawattheures? Parce qu'au-dessus, tout simplement, ça rentre dans le fonds chaleur. Donc, c'est déjà aidé par l'ADEME. Donc là, ça vous permet, je dirais, de vous aider, peu importe la taille de votre projet de récupération de chaleur fatale. Donc, et peu importe le projet, c'est-à-dire qu'on peut être sur du préchauffage direct, on peut être sur du préchauffage indirect avec un échangeur, une chaudière de récupération ou une hotte. On peut avoir réhausse de température avec une pompe à chaleur. Donc ça peut être intéressant, notamment pour les chaleurs fatales, enfin l'énergie fatale basse température. On peut ajouter un système de stockage sur le système de récupération de chaleur, notamment des ballons d'eau chaude, ce qui permet de couvrir des besoins plus aléatoires. On a aussi tout ce qui est production d'électricité à partir de gaz ou chaleur fatale, sous réserve de justifier que vous ne pouvez pas le valoriser sous format thermique, forcément parce que la valorisation thermique est toujours à privilégier grâce à des rendements beaucoup plus intéressants. Et on a aussi la production de froid à partir de chaleur fatale, avec PAC en thermofrigo-pompe ou groupe froid absorption ou adsorption. Donc voilà, tout ça pour vous dire que sur la récupération de chaleur, on est sur un panel très large, très étendu. Les seuls points qui ont été sortis, c'est hors compresseur sur certaines des actions et groupe froid et tard, parce que c'est très bien déjà couvert par les C2E. Donc notamment, je pense à tout ce qui est récupération de chaleur sur les fours, sur les chaudières. Il y a des choses intéressantes à faire. Sur le deuxième bloc, c'est l'amélioration du rendement énergétique des appareils ou des installations existantes. Donc là, on est sur tout ce qui est automatisation, on est sur tout ce qui est système de régulation avec un logiciel de gestion, avec des capteurs pour mieux réguler et mieux gérer vos processus industriels, pardon. Donc toute cette partie-là est assez large. Donc il y a juste les variateurs de vitesse qui, encore une fois, sont bien couverts par les C2E, mais là on est sur un panel très large. Si vous avez des projets, voilà, si vous voulez réguler votre process ou si vous avez des projets d'automatisation, n'hésitez pas à nous le soumettre. On a tout ce qui est isolation thermique d'équipement, que ce soit les fours, les cuves, et tout ce qui est tuyauterie et réseau de fluides, à l'exception des points de calorifugage. Donc ça, c'est isolation thermique froid et chaud. Et après, on a des opérations un peu plus spécifiques, donc je les passe très rapidement parce que là, on est vraiment sur des choses assez spécifiques qui dépendent des secteurs industriels. On a des différentes actions sur les circuits de vapeur, sur les évaporateurs et sur les sécheurs, système de mise sous vide performant, système de préconcentration et sur les NEP, notamment dans l'agroalimentaire. Donc là, on est sur des opérations plus spécifiques, mais voilà, gardez en tête système de régulation, isolation thermique des équipements, qui sont des choses très courantes dans l'industrie. Sur ces 2 blocs, on est à 40% pour les PME et 30% pour les grandes entreprises. Donc encore une fois, sur l'assiette élargie qu'on a vu tout à l'heure. Les deuxièmes blocs, donc, qui est un peu le dispositif phare de cet appel à projet, l'isolation des bâtiments industriels existants. Pour rappeler, aujourd'hui, il n'existe pas d'aide, que ce soit C2E ou autre, à ma connaissance, mais il me semble vraiment pas, sur les bâtiments industriels. Donc là, on est sur quelque chose de nouveau qu'on est en train d'expérimenter pour voir ce que ça pourrait donner, dans l'idée de venir sans doute pérenniser ou de faire d'autres tests, de rectifier ça par la suite. Donc aujourd'hui, on est sur l'isolation des bâtiments industriels, donc que ce soit les combles, les murs ou les plafonds. Forcément, on demande une étude de faisabilité en amont.
soit le groupe d'action vous permet d'atteindre 40%, donc dans ce cas-là, c'est éligible. Soit on impose des critères de performance des matériaux qui sont notamment basés sur les critères de performance requis pour les travaux d'isolation dans le tertiaire, les C2E tertiaires. On est basé très largement dessus. Donc là-dessus, pareil, étude de faisabilité qui sera forcément très importante pour justifier de la baisse grâce à vos travaux d'isolation. On est sur un forfait euro par mètre carré dans une limite de 40% et de 30% des investissements. Donc on est quand même sur sur un montant d'aide qui peut être quand même très rapidement intéressant sur des projets d'isolation qui sont souvent assez coûteux et qui demandent des investissements qui peuvent être assez conséquents. Couplé à ça, on a tout ce qui est chaleur et froid renouvelable sur la partie process ou chauffage des bâtiments industriels existants. Alors pardon, sur les deux cas, on est sur des bâtiments existants. On est sur de la rénovation, on n'est pas sur les nouveaux bâtiments. Donc tout ce qui est géothermie, solaire thermique, pack solaire, géocooling, réseau de chaleur et chaudière biomasse. Voilà, couplé idéalement. Donc si vous avez un projet d'isolation des bâtiments couplé à remplacer votre chauffage, là, on est vraiment dans cette catégorie-là. Et à nouveau, on est sur des projets qui peuvent être assez ambitieux, mais voilà, qui sont vraiment des projets d'envergure pour transformer votre bâtiment industriel et fortement réduire votre facture énergétique. Et pour passer un peu plus rapidement, on a d'autres opérations à côté, notamment, je le dis parce que c'est aussi des choses qui peuvent être très intéressantes, remplacement de fours et de chaudières gaz par des fours électriques, donc des fours électriques, des chaudières électriques, système de chauffage électrique hors chauffage, donc dans le process industriel. Donc là, on est sur une phase d'électrification. Donc ça peut être aussi des choses intéressantes si vous avez des fours, des chaudières vétustes, d'envisager l'électrification. Et des choses aussi un petit peu plus particulières, les brûleurs sur les chaudières et les remplacements d'un fluide vapeur par un fluide eau afin de réduire les pertes. Pour donner un exemple, on avait un projet où un industriel avait des circuits de vapeur, il a fait du rétrofit sur ses équipements, pour pouvoir passer sur de l'eau chaude, de l'eau surchauffée et pouvoir avoir de la récupération de chaleur. Bon, c'est des projets un peu plus spécifiques, mais quand même à avoir en tête. Alors peut-être dans les temps du dispositif, ça paraît compliqué, mais si c'est des projets que vous aviez déjà en tête et que vous avez déjà avancé dessus, pourquoi pas. Et en complément d'un autre investissement, donc souvent ça pourra peut-être vous aider pour aller chercher cette barrière des 100 000 euros, tout ce qui est audit énergétique seulement pour les PME, études thermiques de faisabilité ou d'optimisation sur les process et installation de moyens de mesure et de comptage, notamment les logiciels, ce qui peut coûter un petit peu cher. Donc voilà, ça c'est en complément d'un autre investissement, mais ça peut vous permettre d'aller chercher cette barrière des 100 000 euros. Voilà pour les actions, j'ai passé un petit peu rapidement, on pourra revenir ensuite dessus, mais pour vous donner une vision globale des différentes actions qui existent. Pour résumer, les critères de sélection, donc ça reste un appel à projet, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une aide automatique. C'est pas parce que vous êtes éligible que vous allez avoir une aide. On va quand même lister, faire une relève pour classer tous les projets et pour voir selon l'enveloppe éligible. Forcément, notre volonté, c'est d'aider un maximum de projets, mais on va quand même avoir ce critère, notamment pour avoir une bonne utilisation de l'argent public. Donc, les critères de sélection, c'est les tonnes de CO2 évitées par an. Donc, on calcule d'habitude sur une période de 15 ou 20 ans pour pouvoir comparer les différents projets. La qualité et la crédibilité de l'étude. On l'a bien vu, sur un temps court, ça va se jouer sur est-ce que les entreprises ont eu le temps de faire une étude crédible, externe, indépendante. Donc, ça va vraiment se jouer sur ce point-là. Et l'incitativité de l'aide, on va quand même vérifier que l'aide est incitative et que vous n'êtes pas sur des projets forcément qui sont trop rentables en soi et qui ne nécessitent pas forcément une aide trop conséquente. Donc, en conclusion, 2 mots d'ordre, ambition, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on demande des projets qui changent en profondeur votre entreprise, et réactivité, forcément, on s'excuse à nouveau, mais c'est pour répondre à un contexte assez urgent. On aimerait un jour avoir, c'est la volonté de l'ADEME et aussi du gouvernement, c'est de vous donner un planning sur 1 an, 2 ans des différents dispositifs qui vont sortir, comme ça vous ayez le temps de vous organiser. Bon, on n'y est pas encore, mais peut-être que ça va venir. Mais en tout cas, voilà, il va falloir faire preuve de réactivité pour pouvoir répondre à cette fenêtre de tir
et pour pouvoir voilà, bénéficier de ce dispositif qui est en somme quand même assez intéressant. Merci pour votre attention. J'espère que j'ai pas été trop long. Voilà. Merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des réponses. Dans tous les cas, si vous avez des questions un peu trop spécifiques et que je ne peux pas y répondre, on prendra les questions, on reviendra vers vous par la suite. Et ensuite, bien sûr, n'hésitez pas, alors en priorité, à aller voir quand même sur la page de l'ADEME où vous aurez toutes les informations et de venir me solliciter dans un second temps si vous avez des questions supplémentaires ou si vous avez des projets pour qu'on puisse en discuter. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sean. Ce que je reprécise pour les personnes qui se sont connectées, peut-être un peu, pas tout, enfin un petit peu tardivement, c'est que toute cette présentation va être envoyée à toutes les personnes autour, soit autour de la table dans les petits-déj, dans les bureaux, soit en distanciel, et vous aurez donc les coordonnées de Sean Cook, qui est le référent de l'ADEME sur le sujet, que vous pouvez donc contacter. Je vais me permettre de prendre les questions au fur et à mesure où elles ont été posées dans le chat. Certaines ont peut-être été répondues. Alors, je vois seuil PME grande entreprise, 250 personnes et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des points d'interrogation. C'est Lionel qui pose la question. C'est bien ça, Sean? C'est exactement ça. C'est ça. Donc, si vous êtes supérieur à 250 salariés, vous basculez directement dans grande entreprise. Si vous êtes inférieur à 250, il y a une condition sur le chiffre d'affaires et de passer 50 millions. D'accord, merci. Emmanuel Fleurier pose la question, quels sont les critères de conformité pour les études préalables externes? Alors, c'est les critères classiques ADEME, c'est-à-dire qu'on vous demande, alors encore une fois, idéalement, hein, on vous demande que ce soit un bureau d'externe indépendant, forcément qui soit pas, par exemple, qui va pas vous vendre une solution par la suite, donc indépendant par rapport au projet et qui respecte les cahiers des charges ADEME. En gros, on vous demande à ce que l'étude de dimensionnement soit faite pour au moins sortir les mégawattheures qui seront économisés grâce au projet et qu'une étude complète soit faite sur site. D'accord, merci. Émeric Malcor pose la question de pourquoi avoir restreint la possibilité de tiers investissement au crédit bail? Alors, en fait, oui, c'est vrai que je suis passé peut-être un peu rapidement là-dessus, même trop rapidement. Les entreprises, on est vraiment sur l'industrie, c'est-à-dire que les sites éligibles, sont moins de 500 employés, mais aussi ils doivent être des sites industriels. Donc nous, on va regarder le code NAF de manière très simple. On a quand même des exceptions dans le cas où, voilà, crédit bail ou certaines opérations un peu particulières où tant que le site industriel où les actions ont lieu, tant qu'il est à finalité industrielle, c'est acceptable. Donc, ce n'est pas forcément restreint que au crédit bail. C'est vraiment, il faut que le site industriel où soient faites les actions soit à vocation industrielle et pas tertiaire. D'accord, merci. Une question de Lionel. La rehausse de température avec PAC sur une récupération de chaleur sur le groupe froid est-elle éligible? Alors, attendez, je vais reprendre. De mémoire, non. Quoique. Non, oui, pardon. C'est éligible. Ok. Et toujours Lionel, les études et audits sont éligibles dans ce volet 3, mais comment faire l'étude? Qui est censé fournir le plan d'action et les devis en même temps qu'il étude pour les actions? Comment faire l'étude ou l'audit? Alors en fait, effectivement, on finance les études. Donc il y a deux choses différentes. On va vous demander des études pour les projets. Donc forcément, si vous avez le projet que vous allez déposer, par exemple, réhausse de température avec une PAC, si vous déposez une demande d'aide là-dessus, vous allez devoir faire l'étude auparavant en amont. Il y a les régimes d'aide classiques de l'ADEME pour vous aider sur ces études, mais je dirais que c'est hors projet. En plus de ça, si par exemple vous avez 4 ou 5 actions
qui vous amène à, je sais pas, 80 000 euros d'investissement et que vous avez un projet un peu plus sur le long terme, vous pouvez faire une autre étude qui sera demander un financement pour une étude qui sera faite dans un second temps et qui rentrera dans le scope des actions du CAPEX éligible. Donc, il faut bien séparer les deux. On demande une étude en amont qui doit être réalisée à date où vous déposez un projet sur une action, mais vous pouvez aussi demander en complément un financement sur une autre étude qui sera faite dans un second temps. J'espère que j'ai été clair. Philippe, on vous entend plus. Oui. Merci Margot. Oui, une question de Justine Picot. Serait-il possible de présenter le fichier Excel à renseigner, s'il vous plaît? Je n'arrive pas à le télécharger sur la plateforme ADEME. Alors, oui, dans l'idée, alors faut que j'en discute avec les référents. Oui, l'idée, on a eu quelques problèmes pour le téléchargement du fichier. Oui, l'idée, c'est de vous fournir le fichier, ça sera plus simple pour tout le monde. Donc, je vous dis oui, mais l'idée, c'est que je demande aux référents si on peut avoir ce fichier pour que ça simplifie la vie à tout le monde. Donc, j'espère vous l'avoir. Merci. Une question que je peux comprendre de Laurent Keuchmann. Restera-t-il des budgets pour le relevé final de novembre? Alors oui, c'est forcément une question qu'on se pose. Alors attention, les 150 millions qui sont définis, donc c'est sur les 3 volets, de manière très claire, hein, les 150 millions risquent d'être très fortement amputés juste les 2 premiers volets. Donc bien sûr, on a posé la question sur la question budgétaire. Si le projet marche bien, l'idée c'est d'avoir une rallonge budgétaire. Donc bien sûr, je ne vous dis pas qu'on pourra faire tous les projets, mais le but c'est de pouvoir aider les projets intéressants qu'on a envie d'aider. Donc si demain le dispositif marche mieux que prévu, marche très bien, et sur la première relève on a pléthore de dossiers, tant mieux, et on se débrouillera derrière pour avoir une seconde relève avec du budget. Après, on est toujours sur le même principe, hein, sur les appels à projets. Il vaut mieux être sur le début de l'enveloppe que sur la fin. C'est-à-dire, si vous pouvez être sur la première relève, c'est toujours un plus. Et il y a une dernière question alors, qui nécessite qu'on revienne probablement à la diapo, une question d'Emmanuel. Concernant le graphique de droite avec les conso carbone par industrie, est-ce que cela prend également en compte le traitement des déchets et le cycle de vie de leurs produits? Alors, c'était peut-être celui-là. Alors, si j'ai bien compris la question, là, on est vraiment sur les consommations énergétiques par site. Donc, on n'est pas sur du scope 3. Donc, c'est la consommation, ça, c'est les chiffres de la REC qui font une étude chaque année pour estimer un peu les consommations de chaque secteur. Donc là, on est vraiment consommation gaz, élec, produits fossiles sur site. Donc, effectivement, la gestion des déchets, non, n'est pas prise en compte. Ou alors, ça rentre dans les sites industriels qui traitent les déchets. Merci. Alors, je pose la question ici, on a une petite dizaine à Bordeaux, et s'il y a des questions. Christophe, tu as une question? Sur l'investissement PV sur bâtiment industriel hors process, j'ai pas fait attention si ça figurait typiquement. Je sais qu'il y avait un sujet substitution d'équipements existants pour atténuer du coup, pour réduire sa consommation d'énergie fossile, de l'utilisation d'énergie solaire PV en substitution justement à vocation non industrielle, mais sur un bâtiment à usage, sur un site industriel, mais à non-usage process industriel. Est-ce que ça rentrait dans le scope de l'appel à projet zéro fossile? Alors, au-delà du PV, si c'est pas un bâtiment industriel, dans tous les cas, ce sera pas éligible à ce dispositif. Maintenant, même si c'est du PV, même si c'est un bâtiment industriel, le PV, vous l'avez vu sans doute, n'est pas dans la liste d'actions. Tout simplement, positionnement de l'ADEME sur le PV, c'est-à-dire qu'on peut vous financer, on peut vous accompagner sur la partie étude de dimensionnement. Par contre, on ne finance pas les projets de PV en autoconsommation parce qu'il y a déjà des aides étatiques. Donc, ça serait juste faire un deuxième dossier.
Donc, il y a déjà les aides étatiques d'obligation d'achat et la prime d'autoconsommation. Et on considère aussi qu'avec le tiers financement aujourd'hui, je dirais que c'est pas des projets qui nécessitent vraiment des aides supplémentaires. On préfère diriger nos investissements notamment sur le solaire thermique, par exemple, où là on peut vous aider sur le solaire thermique, mais pas sur le PV en autoconsommation. Merci, Sean. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. J'ai l'impression d'avoir répondu, enfin d'avoir posé, c'est toi qui as fait les réponses, d'avoir posé les questions qui avaient été formulées. Il me semble avoir loupé une question de Valérie Dupont-Veller. Une SCI est éligible pour des projets d'isolation? Oui, encore une fois, tant que c'est sur un bâtiment industriel. D'accord. Et une question de Bruno Chichocki. Vous n'avez pas peur que ce dispositif ne soit pas aussi efficace au regard du temps court pour les études préliminaires et dépôt de dossiers, d'autant que souvent, les industriels ont bouclé leur plan CAPEX? Tout à fait. Hein. Non, on est conscient de ça. On est conscient de ça, effectivement. Après, encore une fois, ce dispositif, c'est un test. Ça ne veut pas dire qu'on va en tirer les conclusions, par exemple, si on a peu de projets, on sait très bien que les contraintes sont quand même élevées. Là, c'est vraiment, encore une fois, pour répondre à un besoin rapide, c'est-à-dire qu'on met une durée courte. Après, je dirais que les études demandées préalables, ça, c'est un prérequis. C'est-à-dire que c'est quand même très difficile de donner une aide étatique sans quand même avoir une idée des économies qui seront générées derrière. Par exemple, on l'a fait pour Tremplin, qui a très bien marché. On a du mal à évaluer vraiment l'impact de Tremplin et l'efficacité de l'argent public. Donc, effectivement, hein, on sait qu'on vous met face à des difficultés. L'idée, on espère, dans des périodes un peu plus calmes et moins en temps de crise, c'est de relancer un dispositif avec une période plus longue, avec 6 mois en amont pour faire les études. Ça serait l'idéal. Là, encore une fois, on répond dans un temps assez court. Merci. Y a-t-il d'autres questions? On s'était donné une heure. Après, les deux mots d'ordre, c'était ambition et réactivité. Enfin, moi, je tiens à remercier Sean pour sa réactivité et aussi vos participants pour avoir posé les questions. Je tente un dernier ballon sonde. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Vous pouvez les poser Allô, ici, via l'onglet. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, c'est Thierry et Limoges. Nous sommes 4 dans nos bureaux. Alors, j'ai posé une question, mais je ne l'ai pas mis dans la bonne case, je suis désolé. Le remplacement d'un four gaz par un autre four gaz, mais avec un meilleur rendement, est-ce que c'est éligible? Non. Non, effectivement, on est vraiment sur réduction du gaz. Donc là, non. Et avec une incorporation d'une proportion d'hydrogène, typiquement une chaudière gaz remplacée par une autre chaudière gaz, mais avec une 30% d'hydrogène ou 20%, ça passerait? Alors c'est une bonne question. Je sais qu'on avait discuté de la partie hydrogène. Je veux bien que vous me soumettez le projet par mail. De cette manière, moi je vérifierai en interne. Je préfère pas vous donner une réponse ferme là-dessus. Parce que les technologies de poudre existent déjà, donc c'est pour ça. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la priorité, c'est des technologies matures. Ben oui. Mais oui, c'est pour ça. Soumettez-moi le projet et je pourrai vous répondre directement. On redirige vers l'appel à projet hydrogène. Il y a Anne qui ajoute que ça peut être redirigé vers les appels à projet hydrogène éventuellement. Voilà, c'est ça. Si ça rentre dans les appels à projet hydrogène, bon, ça sera forcément redirigé. Mais si c'est pas éligible, je sais que c'était en discussion et je sais qu'il y a une ligne sur l'hydrogène que j'ai pas mis parce que c'était très très spécifique. Il me semble pas que c'était la chaudière, mais voilà, je vais vérifier.
Oui, Patrick Perroche, là, il y a un temps de retour minimal en deçà duquel vous agissez pas. En gros, vous avez parlé tout à l'heure d'incitativité. Il y a un seuil en disant, si le temps de retour il est de temps, on n'agit pas. Alors, on n'a pas. Alors, pour l'instant, on n'a pas fixé de seuil. On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas fixé de seuil. Habituellement, quand même, ADEME, je dirais inférieur à 18 mois, on a quand même, on a des réticences à financer un projet avec un temps de retour inférieur à 18 mois ou à 2 ans. Parce qu'on considère dans ce cas-là que le projet est suffisamment rentable en soi. Avant aide? Après aide, c'est-à-dire qu'on va venir plafonner l'aide pour pas dépasser les 2 ans. D'accord. Donc ça, c'est pas définitif. Encore une fois, ça pourra varier selon le nombre de projets, selon la typologie des projets, mais habituellement, moins de 2 ans, on plafonne l'aide. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Philippe, on a eu des autres questions dans le chat après Bruno. Ah, j'ai pas vu, je suis pas vu. Alors attendez. Une de Marie-Laure et une de Lionel. Attendez, je vois que Lionel a temps de retour en dessous duquel il n'y a pas d'aide, ça vient d'être dit. Et pour Marie-Laure, c'est un peu pareil sur les tonnes de CO2 évitées. Donc bien sûr, nous, c'est un critère qu'on regarde. Aujourd'hui, on n'a pas fixé de taux, tout simplement parce qu'on attend de voir la moyenne selon les projets. Donc c'est pareil, ne vous bridez pas là-dessus. D'accord. Une question, Sean, de Fabrice Pénissa. Pour accélérer le processus, est-ce que les constructeurs et fournisseurs de solutions, juges et parties, peuvent faire l'étude d'économie d'énergie ou est-ce complètement proscrit? Alors, c'est pour ça que je ne l'ai pas complètement exclu. Effectivement, nous, quand on va regarder les critères à la fin, au moment du dépôt des dossiers, si l'étude est indépendante, elle sera toujours prioritaire sur une étude faite par un fournisseur. Maintenant, on sait très bien que je pense notamment à l'isolation des bâtiments, c'est quand même plus simple de faire par le fournisseur de solutions. Donc, idéalement, faites bureau d'externe indépendant. Si jamais vous n'avez pas le choix, faites par le fournisseur de solutions, mais vous serez quand même moins prioritaire par rapport à un projet, par rapport à d'autres projets de ce type. Maintenant, si personne n'a le temps de le faire, il n'y a que des études de ce type, on vérifiera quand même que l'étude est sérieuse, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on verse les 70% sous présentation des factures et on se réserve quand même le droit de venir faire une vérification sur site. Mais voilà, on vérifiera, là ça sera arbitraire, on vérifiera si l'étude nous paraît crédible ou pas. Là on parle de crédibilité du projet. Merci. Une question de Marie-Laure Thiebaud-Georges. L'installation de comptage ou sous-comptage gaz ou élec est-elle éligible sans avoir besoin de démontrer une économie d'énergie? Oui, mais en complément d'une autre action. C'est-à-dire que vous l'avez vu, quand il y avait le dernier carré, si jamais vous êtes juste sur un plan de comptage ou des systèmes de comptage, c'est en complément d'une autre action. D'accord. Pour résumer, en fait, vous ne pouvez pas déposer, par exemple, 120 000 € juste sur la partie comptage. Merci. J'ai l'impression que j'ai fait le tour des questions. Pardon. Juste une dernière question un peu pour la fin de l'année. Monsieur Bock parlait d'un BCAT pour la fin de l'année. Si oui, quelle serait fin d'année? On parle de novembre ou décembre. Et si oui, quelle enveloppe? Alors j'ai volontairement resté flou sur le fin d'année. Je peux pas vous le dire. Après l'enveloppe, c'est l'enveloppe classique BCIAT, c'est-à-dire que le BCIAT d'habitude est ouvert il y a 2 relèves par an. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas refusé de projet pour des problèmes d'enveloppe sur le BCIAT. Donc on dimensionne l'enveloppe de manière à pouvoir aider encore une fois tous les projets qu'on juge
pertinent et intéressant. Ok. Merci. J'ai un peu l'impression qu'on est au bout des questions. En tout cas, ça m'a paru très, très riche. Merci surtout à votre clarté, Sean. Et puis vous êtes à disposition de tous les participants. On était un peu plus d'une vingtaine connectés. Et puis avec le présentiel pour Limoges, Bordeaux, on doit être à une trentaine, ce qui, dans un délai aussi court de création de ces webinaires, est assez intéressant, ce qui prouve qu'il y a des sujets à traiter. Écoutez, au nom de tous et au nom de la T2E Nouvelle-Aquitaine, merci de votre présence. Et puis donc, vous retrouvez ceci sur le site de la T2E. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, merci à tous. Et une nouvelle fois, merci. Merci aussi à Margot pour son assistance logistique. Merci, au revoir. Merci. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Merci Thierry, salut.